Bienvenue dans Zéro Excuse. Ici, vous le savez, on met de côté les prétextes, les façades et les discours tout faits pour parler vrai, sans filtre, avec celles et ceux qui ont connu le sport, parfois de haut niveau, mais qui ont surtout connu ses coulisses. Aujourd'hui, on accueille un coureur qui a grandi parfois avec des étiquettes pas toujours simples à porter, qui a connu les sommets, mais aussi le doute. Loïc Vliegen est avec moi. Salut Loïc. Salut. Alors, comment tu vas ? Très bien. La fin de carrière s'est vraiment bien déroulée pour moi et c'est un peu un soulagement. C'est vraiment, allez, je découvre un peu la vie, on va dire, les petites choses de la vie et ça me fait vraiment plaisir. Et on en parlera évidemment durant tout cet épisode. Alors, on va commencer plutôt simplement avec ce qui fait un peu le fil rouge de cette émission. Je ne sais pas si tu le sais, mais chaque invité laisse une phrase à la fin. Tu auras l'occasion d'ailleurs de pouvoir laisser la tienne aussi. Il laisse une phrase pour l'invité suivant sans savoir qui il est. Mon dernier invité était Tariq Moukrim. Tu connais un peu Tariq ? Oui. Donc voilà, voici ce qu'il a décidé d'écrire. Je te laisse découvrir sa phrase sur ce papier. Croire en son rêve. Quand tu entends ça, justement, croire en son rêve, qu'est-ce que ça représente pour toi, très honnêtement ? Ouais, je pense qu'il faut toujours se fixer des objectifs et y croire parce que si on n'y croit pas, on n'arrive pas à surpasser non plus à l'entraînement et en course. Donc, ouais, je pense que tout jeune, il faut déjà avoir des rêves et des ambitions. Et bon, des fois, ils ne se réalisent pas toujours, mais du moins, on espère pouvoir en réaliser l'un ou l'autre. Une phrase comme celle-là, ça représente plutôt quelque chose de positif pour toi, où on a tendance à voir, surtout comme toi, quand on est arrivé à la fin d'une carrière, de voir que plutôt les côtés malheureusement plus sombres de toute cette carrière. C'est sûr qu'il y a des moments peut-être plus, il y a plutôt plus de moments sombres, pardon, que de clairs. Mhm. Malheureusement, mais bon, ça fait partie du sport et c'est sûr que oui, je pense qu'il faut toujours regarder de l'avant et toujours pouvoir se fixer des nouveaux objectifs en permanence. Ça a toujours été un rêve pour toi, le cyclisme ? Oui, je pense qu'à la partir de mes 15-16 ans, ça a commencé à vraiment l'être. J'ai commencé le cyclisme à l'âge de 14 ans. Et forcément, quand on regarde un petit peu la télévision, on espère pouvoir un jour les imiter et avoir des rêves. Comme moi, par exemple, c'était d'être au championnat du monde ou de faire le Tour de France, par exemple. Et pourquoi le cyclisme à 14-15 ans ? C'était un petit peu une affaire de famille. Tous les week-ends, on était un peu devant la télé et ça parlait toujours vélo à la maison. On m'a jamais vraiment forcé à en faire parce qu'ils savaient très bien, je pense, les sacrifices que c'était autant pour la famille que pour le coureur en question. Et si on veut vraiment faire ça bien et comme il faut vraiment un petit peu mettre sa jeunesse de côté. Mais pour ma part, j'ai jamais eu du mal à le faire. C'était pour moi logique et normal de fonctionner comme ça si je voulais un jour être professionnel. Et voilà, pour finir, j'ai commencé à... Je me rappelle que mes parents m'avaient acheté un petit VTT. Je roulais sur la ligne 38. Je faisais la course au vieux monsieur, je me rappelle très bien. Mais après, j'ai voulu un vélo de route. Et là, ils ont un petit peu essayé de freiner, tout en sachant ce que c'était la vie d'un cycliste. Et pour finir, ils ont craqué. Moi, j'étais un petit vélo d'occasion. Je pense qu'il coûtait 300 € à l'époque. Et puis j'ai commencé les courses avec ce vélo-là. Et puis l'année après, j'ai eu un autre. Et puis voilà, puis les années ont passé. Et puis ça a été les équipes nationales. Et puis les résultats. Et voilà, le chemin s'est fait comme ça. Ça a été de suite une évidence. Une fois que tu es monté sur un vélo, tu savais que c'était vers là que tu voulais aller pour le reste de ta carrière ? Oui et non. Maintenant, je pense que d'année en année, tu t'y crois un petit peu plus. Tu vois que, je vais dire, ça commence à un petit peu être plus sérieux vers les juniors. Et là, chez les juniors, quand tu vois que tu peux, je pense en toute modestie, j'étais parmi les meilleurs en Belgique. Donc, tu penses que voilà, il y a moyen de rejoindre une belle équipe chez les espoirs. Et puis, pourquoi pas passer pro. Donc, à ce moment-là, oui, tu l'avais quand même au coin de ta tête, mais avant, non. Et c'est à quel moment que pour toi, ce n'est plus devenu un jeu d'enfant ? Tu disais la course au vieux monsieur. À quel moment tu t'es dit, maintenant, c'est des vraies courses que je veux faire ? Ça a duré, je sais pas moi, une petite année où j'avais mon VTT, j'avais des clips, des pédales automatiques dessus et je me rappelle très bien que j'ai vraiment un flash comme ça sur la ligne 38 où il y a un homme plus âgé évidemment que moi, je sais pas moi la quarantaine ou quoi,
qui me dépasse. Et puis, il était un peu étonné que je pouvais rester dans sa roue, parce que je pense qu'il accélérait pour un peu me lâcher, mais j'étais tout gamin. Et moi, ça m'amusait. Puis je partais de Herve, j'arrivais à Fléron. Puis bon, je me dis, il faut quand même que je fasse demi-tour parce que je suis quand même encore jeune, c'est déjà un peu loin de chez moi. Donc voilà, ça a vraiment commencé comme ça. Et puis j'avais un copain à l'école, Jérôme Kerf, qui lui, quand j'avais justement cette année-là mon VTT sur la ligne 38, lui faisait déjà des compétitions. Et forcément, tous les lundis, on parlait de ses courses, etc. Et moi, j'avais envie de aussi commencer la compétition sur route. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à un petit peu embêter mes parents pour qu'on m'achète un vélo, etc. Pour finir, je l'ai eu. Et puis la saison d'après, j'ai commencé les courses avec lui. Et c'est un peu lui aussi qui m'a appris à aller sur la route et à apprendre à connaître certains chemins, certains parcours. Et c'est avec lui que j'ai commencé vraiment mes tout premiers tours de route sur la route. Alors, tu parlais justement des inquiétudes finalement de ta famille concernant la pression, etc. au niveau du sport. Tu l'as senti déjà assez jeune qu'il y avait en effet une certaine pression, une certaine rigueur derrière ce sport-là en particulier? J'ai eu de la chance que mon grand-père s'est occupé beaucoup de moi. Il m'a jamais vraiment mis la pression, mais par contre, c'est quelqu'un de quand même fort droit. Et si je voulais commencer le vélo, ok, ça va, c'était quelque chose qu'il connaissait. Il n'a jamais été professionnel, mais il a toujours un peu été dans le milieu. Il a été un très bon amateur. Mais voilà, le vélo, c'est la base finalement, que tu aies 80 ans, elle est toujours la même qu'il y a 50 ans d'ici. Donc voilà, il m'a vraiment appris ce qu'était la vie d'un coureur cycliste, l'hygiène de vie à avoir, s'entraîner, se reposer. Voilà, c'était un petit peu tout ça. Et c'est de là que je pense ils me poussaient pas du tout, parce que si tu veux faire ça correctement, tu oublies un petit peu les amis, tu oublies les sorties, tu oublies. Et voilà, moi, je le faisais vraiment de moi-même. En fait, ça m'a jamais posé un problème de voir mes amis à l'école dire on se voit vendredi au bal. Ben non, samedi j'ai cours, je reste à la maison, quoi. Donc voilà, ça a été ma jeunesse, mais vraiment aucun regret. T'as pas eu l'impression de devoir sacrifier finalement quoi que ce soit en tant que jeune? Non, du tout. En tant que jeune, non. Mais voilà, pour revenir à maintenant, là, j'apprends vraiment un peu à vivre une vie différente, et elle me plaît tout autant, même si pas plus, quoi. Finalement, avec tout ce qu'on entend ici, tu as eu une vie un peu à part entière assez jeune. C'était pas trop jeune, justement, d'avoir cette vie-là? Maintenant qu'on se comprenne bien, c'était de plus en plus sérieux au fur et à mesure des années aussi. Maintenant, c'est pas qu'à 14 ans, je restais à la maison et je sortais pas voir un un copain, pardon, au bout de la rue, quoi. C'était pas Oui. ça. Mais je veux dire, plus les années ont passé, plus je mettais des barrières, quoi. Je me permettais un petit peu des sorties seulement dès la fin de saison jusqu'à mi-décembre. 1er janvier, c'était vraiment la dernière. Mais après, c'était voilà, toute la saison. Tout le restant de l'année, c'était jamais rentrer plus tard qu'à 10h, 10h30 du soir, après avoir été au cinéma ou au restaurant, ou avoir été boire un verre avec des copains. Mais j'étais à l'eau, quoi. T'as pas eu l'impression de sacrifier vraiment des choses importantes qui t'ont manqué peut-être aujourd'hui avec du recul? Non. Ce que je trouve, allez, c'est avec aucun regret encore une fois, mais c'est plutôt en fait les moments où t'es pas chez toi du tout et que tu sais pas vivre beaucoup de moments, que ce soit en famille ou les amis, ou même des fois c'est des bêtises, mais ici aller promener mon chien, je vais dire, des fois, voilà, j'aime bien d'aller 1 heure et demie dans le bois avec mon chien. Avant, quand tu es en saison, tu te dis, aller marcher 1 heure et demie et le lendemain faire tes 5 heures de vélo, et puis sur le lendemain aussi. C'est pas l'idéal, quoi. Donc voilà, c'est toutes des bêtes choses finalement, mais que je peux commencer à apprendre à vivre. Ton entourage à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, même au niveau de tes amis, même au niveau d'une certaine vie de couple, est-ce que les gens autour de toi comprenaient? Alors on imagine ta famille t'a toujours soutenu, donc on supposait qu'ils étaient bien derrière toi. Les amis, parfois, ne comprennent pas toujours ces choix-là. Est-ce que toi, en l'occurrence, tu avais l'impression de te sentir soutenu, ou justement, cette carrière a fait un peu le tri finalement? Ça arrive d'ailleurs chez certains sportifs.
Non, moi, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Bah, la famille, comme tu le dis, ça n'a jamais été un problème. Et avec les amis non plus. Donc, faut savoir que j'ai vraiment un groupe d'amis qui sont un peu là-dedans aussi, qui sont d'anciens cyclistes ou cyclistes amateurs et d'autres amis qui comprennent très bien aussi qu'est-ce qui était ma vie au final. Et bon, voilà, après, il faut pas mettre une auréole au-dessus de la tête non plus. Mhm. C'est pas que je sais aussi quand je peux, ici, les dernières années pro, enfin, toutes mes années pro, tu sais quand tu peux te permettre d'un petit truc ou pas, Mhm. quoi. Voilà, il y a des périodes où tu dois vraiment rester beaucoup plus concentré que d'autres. C'était compliqué justement, peut-être, de ne pas pouvoir faire certaines choses. Alors on l'entend, tu t'octroyais certaines choses. Ne pas te les octroyer, justement, ça aurait été encore plus compliqué pour toi? Ouais, je pense qu'il faut trouver un juste milieu et je pense que maintenant le cyclisme moderne, ça devient encore bien pire que ce que moi j'ai connu. Et je pense qu'ils feront pas long feu parce que c'est devenu vraiment extrême et voilà, une fois que l'énergie mentale commence à diminuer, ben, les performances seront plus là non plus. Donc, faut vraiment pas tomber dans l'extrême comme ça peut l'être maintenant avec beaucoup d'équipes ou alors beaucoup de jeunes qui voient que les autres font comme ça, donc je vais faire aussi comme ça. Mais je pense que la base, si t'es pas reposé et tranquille d'esprit, forcément, tu sauras pas accomplir les entraînements que tu dois faire et te battre en course parce que si tu ne te bats pas, c'est pas possible. Il faut avoir cette énergie-là pour justement être capable d'arriver au départ et d'avoir été bien entraîné pendant la semaine, de s'être octroyé des petites choses qui te font Mhm. plaisir. Ouais. Voilà, je parle jamais de soirée, de sortie, de rentrer à pas Oui, d'heure, ça se c'est pas limite pas à ça. ça. Oui, bien Voilà, il sûr. y a très bien à faire, un restaurant avec des amis, euh, aller se promener avec sa copine ou voilà, c'est des choses. Il faut juste un peu choisir ses jours. Il y a des jours qui s'y prêtent mieux que d'autres, mais je pense que c'est vraiment très 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 important de trouver un juste milieu à ce niveau-là. Tu disais justement, le cyclisme d'aujourd'hui n'est pas celui que toi, tu as connu. Justement, la différence, elle est où? Elle est dans cette pression mentale qu'on met peut-être, pardon, sur les coureurs actuels? Oui, tout est calculé maintenant. En fait, maintenant, un coureur qui arrive, je vais dire à 18 ans, ou même déjà plus jeune, ben, ils sont vraiment perdus s'ils n'ont pas à côté d'eux un nutritionniste qui va dire tu dois manger ça, 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 Mhm. ça. Alors que, et au gramme près, ça c'est encore pire, c'est tout pesé. Et je pense que aussi c'est une charge mentale que tu accumules tous les jours à te concentrer surtout au gramme près, qu'à un moment, l'énergie, bah, finalement, c'est comme un verre d'eau, quoi. Soit il est plat ou soit il commence à diminuer. Et plus tu commences à faire attention vraiment à chaque détail, ça peut vite flancher. Et comme je le dis, si tu n'as pas une énergie suffisante pour te battre, te faire mal à l'entraînement et pour te battre en course, peut-être des fois, ça se joue à 10 mètres près. Si tu arrives à te surpasser Mhm. pendant 15-20 secondes de plus, ben, ça joue, la Au course est sprint jouée, final, quoi. oui. Donc oui, pour moi, c'est très important d'avoir un bon équilibre et comme je le répète, la mentalité de maintenant, ça devient vraiment extrême à tout niveau et dans tout. Tout est dans le calcul pour tout, en fait. Alors, on l'a compris évidemment au début de cet épisode, tu avais vraiment cette envie d'y arriver. Alors, heureusement, ça n'a pas été inutile puisque, on l'a dit, tu arrives en équipe pro. Alors, comment ça se passe à ce moment-là dans ta tête de dire que finalement tu as atteint un step supplémentaire et que tu touches un peu ton rêve du bout des doigts? Ouais, ben, je me rappelle très bien quand je suis sorti de l'école, là j'ai eu dur. Parce que je pense que faire des études et après, voilà, jusqu'à un certain niveau, quand tu arrives chez les pros, ça devient très très compliqué d'allier les deux. Mhm. Mais en fait, je suivais les cours à l'école et je sentais que je regardais ma montre et je dis, allez, il reste encore 1 heure de cours. Et puis je rentre vite, je prends le bus, je rentre, je m'habille et je pars rouler. Et j'étais C'est ça. hyper motivé à partir rouler, en Oui, fait. oui, oui. Et puis un peu du jour au lendemain, si je puis dire, bah, tu te réveilles tous les jours pour ne plus que faire ça. C'est ça. Donc j'avais déjà un contrat à cette époque-là, on peut dire un peu semi-pro. Et là, pendant, je me rappelle bien, 1 mois ou deux, dur, quoi. Parce que tu te lèves plus que pour faire du vélo. Mhm. Et avant, je me levais pour aller à l'école et j'étais excité d'arrêter les cours pour pouvoir aller rouler, quoi. Donc là, je me rappelle que c'était un moment difficile, mais voilà, après, je suis passé dans une routine où ça devient finalement une routine, un peu comme un métier aussi. Et
Et voilà, tu prends le pli et tu t'habitues que tous les jours à 9h30, 9h, 9h30, tu es sur ton vélo et tu es parti, quoi. C'est ça, c'est qu'en tant que jeune, il faut apprendre justement cette routine. C'est vrai que un jeune lambda va arriver sur le milieu du travail, bah, il aura sans doute, déjà ce sera un peu plus tard aussi, il Mhm. sera sans doute plus âgé. Là, en l'occurrence, c'est directement après les études, hop, on te lance sur le marché de l'emploi, c'est un peu ça. Ouais. En l'occurrence, il faut pouvoir trouver cette routine, mais comment est-ce que tu la trouves justement? Toi, il t'a juste fallu du temps ou c'est justement des personnes qui t'ont aidé à trouver un rythme, comme tu dis, de te dire, bah voilà, tous les jours maintenant à 9h30, il faut partir rouler. Ouais, bah il faut se mettre une discipline, en fait. Dans le cyclisme, c'est rare que tu es vraiment accompagné de A à Z par quelqu'un. Je ne veux pas citer d'autres sports, mais tu as d'autres sports où tout est centralisé au Mhm. même endroit Oui, et tu as vraiment tout à portée de main. Tandis qu'un cycliste, bah, il ne faut pas hésiter à soit chercher pour se faire aider et trouver les bonnes personnes mhm, pour s'améliorer ou voilà, se soigner quand tu es blessé ou quoi au caisse. C'est très rare quand tu as vraiment une structure qui te permet d'avoir tout c'est vraiment à ça. portée de main parce que rien n'est centralisé au même endroit. Même si tu es dans une très belle équipe professionnelle World Tour, dans les grandes formations, bah, je vais dire, une fois que tu es chez toi, ok, tu as peut-être les médecins, les kinés, les ostéos de l'équipe, mais Tu restes c'est livré à peut-être un toi-même. Italien, c'est peut-être un Mhm. Français, c'est peut-être... Donc finalement, tu es quand même livré à toi-même, quoi. Donc ça, il faut être assez autonome et savoir se débrouiller soi-même, quoi. Et ça s'apprend aussi, évidemment. Ouais, ça s'apprend aussi, et d'où l'importance aussi de pouvoir compter sur sa famille pour être bien conseillé et bien aidé. Alors, on a beaucoup, évidemment, misé sur toi à cette époque. Tu avais marqué le cyclisme par des super victoires individuelles. On repense encore ici à Védy, en tout cas, à la Flèche Ardennaise, mais il y en a eu d'autres. Et on a beaucoup dit de toi à l'époque que tu avais des qualités très similaires à celles de Philippe Gilbert, qui en plus à ce moment-là était lui aussi en plein boom au niveau mondial. C'était plutôt de la fierté pour toi, ou c'est à ce moment-là que ça t'a mis peut-être une pression, un poids supplémentaire sur les épaules? En fait, non, une pression supplémentaire, je faisais un peu abstraction à ça parce que moi, ma réponse était claire et nette dans ma tête et claire et nette face aux questions de tel. Bah, je disais, si je peux déjà avoir un jour, je crois que c'était 10% que je disais du palmarès de Philippe, ce serait déjà pas Mhm. mal. Et c'est vrai, au final, 10%, ce serait quand même plus de victoires que ce que j'ai au final Mhm. ici maintenant chez les professionnels. Donc voilà, mais voilà, c'est sûr qu'il y a toujours des comparaisons qui se font, comme on dit de Remco avec Eddy Merckx, mais Mhm. voilà, ça fait partie du jeu aussi. Et après, bah, c'est des Philippe Gilbert ou des Remco, il y en a peut-être ben voilà, tous les 10 ans, quoi. Mhm. C'est comme ça, et c'est des énormes champions et mondialement connus et voilà, qui ont un palmarès qui est très très rare à trouver dans les 100 dernières années du vélo. Est-ce qu'il y a un moment où cette comparaison n'était peut-être plus juste un compliment, où tu t'es dit, c'est bon, maintenant, je ne suis pas Philippe Gilbert, laissez-moi faire finalement Mhm. mes propres courses et prouver ce que moi, je sais faire aussi. Voilà, c'est ça. Allez, c'est un peu une forme de pression peut-être qu'on me mettait, mais je le Mhm. prenais plutôt comme ça, tu as raison. Et finalement, bah, je, je- je j'ai fait et je faisais ce que je pouvais faire à mon niveau. Mhm. Et finalement, bah, je suis quand même content aussi de ce que j'ai pu faire. Et je le répète, des carrières comme Phil, bah, c'est juste très très rare à avoir, quoi. Mais c'est vrai que c'était flatteur. T'as pu peut-être en discuter avec lui, parce qu'on sait que tu l'as côtoyé de très près, de cette comparaison justement-là. Est-ce que vous en discutiez peut-être entre vous? Ouais, je me souviens aussi dans le staff chez BMC, ils m'appelaient tous le petit Gilbert ou le petit Mhm. Phil ou je sais plus comment exactement, mais bon, on en rigolait au final. C'est ça. Mais c'est pas vraiment qu'on en a. En tout cas, je me rappelle pas d'en avoir vraiment discuté avec lui à ce moment-là. Et puis on sait que cette comparaison, on va pas se leurrer, c'est un peu les médias aussi qui la créent. Et ils y sont d'accord d'ailleurs pour beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces journalistes? On sait, on a tendance un peu parfois à s'emballer dès qu'on voit un champion faire de beaux résultats. On imagine toujours très grand. Ça justement, pression des médias, ça a été comment? Tu l'as vécu comment toi? Bah, plutôt bien. Bon, maintenant, j'ai pas non plus eu une carrière, si on reprend encore une fois, une carrière exemplaire comme Philippe, etc., où là, ça Mhm, doit encore vraiment, vraiment être différent. Euh, je sais pas si j'aurais eu facile à gérer ça, parce mhm, que je pense que c'est quand même, ça doit quand même être vraiment
compliqué. L'opinion publique aussi, en fait, il n'y a jamais rien qui est bon, quoi. Mhm. Il y a toujours quelque chose à dire et c'est dommage parce qu'au final, on est là pour faire vibrer les gens et on fait le maximum et ces champions-là font le maximum et ça arrive, on n'est pas des robots, quoi, c'est des êtres humains et il y a des moments où tu peux connaître des pépins physiques ou des pépins un peu plus mentaux où tu es un peu plus fatigué et tu fais un petit peu moins d'entraînement sur une Mhm. période, finalement ça se répercute sur 3 4 mois de temps et tu n'es plus là et voilà, mais le truc c'est que c'est un sport extrêmement exigeant, Mhm. comme il y en a d'autres aussi. Mais je le répète, c'est pas des machines, quoi. À un moment, tu ne sais pas durer tout le temps pendant des années, des années, des années à haut niveau. Et ça, l'opinion publique, c'est un peu ce qu'elle oublie finalement, c'est que derrière ce sport, il reste malgré tout des êtres humains. Ah, clairement, clairement. Et après, bon, voilà, c'est dans l'époque dans laquelle on vit. Mhm. Les réseaux sociaux et les gens se permettent aussi de dire beaucoup de choses derrière un écran. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, ça fait partie de l'éducation aussi. Et c'est comme ça, mais il faut savoir que c'est pas toujours agréable de lire certaines opinions ou certains commentaires déplacés quand nous, on essaye quand même de faire le maximum et avec les propres moyens qu'on a. Justement, en World Tour, alors on sait que tu es arrivé quand même encore assez jeune. Comment tu as fait pour gérer tout ça? Parce qu'on imagine même niveau médiatique, c'est encore un autre niveau. Comment est-ce que toi, tu as géré tout ça à l'époque? Bah oui, j'étais assez jeune, je pense que j'avais 21 ans quand je suis passé pro. Ouais, c'est vrai qu'on mettait. Voilà, pour revenir à la comparaison avec Phil, il est liégeois, je suis liégeois. Mhm. J'étais chez BMC dans l'équipe des jeunes, il était chez BMC chez les pros. On avait un peu, si je peux dire, un profil similaire. C'est Je ça. parle pas des qualités, un profil similaire. Et forcément, il y a quand même déjà 3 4 arguments là que c'est facile de faire une Mhm. comparaison, quoi. Et chez les espoirs, j'avais un beau petit palmarès, mais voilà, il fallait encore prouver énormément et t'es encore nulle part quand tu. C'est pas parce que tu as fait des beaux résultats comme ça dans les catégories plus jeunes que forcément l'année d'après tu vas exploser. Maintenant, c'est un peu plus le cas parce que ils sont vraiment beaucoup plus vite prêts que nous. Mhm. Ils sont déjà entraînés comme des pros depuis des années en fait. Que nous, c'était pas encore vraiment super professionnalisé au niveau entraînement, mais bon, finalement, tout le monde fait pareil. Donc, Mhm. c'est pas que le niveau était moins élevé que maintenant, c'est C'est juste ça. que c'est une autre manière d'aborder les choses et qu'à l'époque, on faisait quand même, allez, on laissait vraiment la préparation typiquement professionnelle aux professionnels et on allait y passer un peu plus tard, quoi. Mhm. Que maintenant, ils ont déjà tous les atouts en main au plus jeune âge et même les jeunes, c'est leur rêve de passer pro. Donc, ils se disent, les pros, ils font ceci, cela, que ce soit des études posturales, essayer de Mhm. gagner 10 watts parce qu'il met sa tête plus vers le bas. Enfin, c'est tout dans le détail et ils s'y mettent de plus en plus tôt, quoi. Et c'est déjà à l'âge de 16 ans qu'ils sont vraiment à tout niveau, vraiment au top, quoi. Donc, ils arrivent forcément beaucoup plus près, beaucoup plus vite prêts lorsqu'ils passent chez les professionnels à plus vite gagner aussi des courses ou faire des résultats probants, contrairement un peu à mon époque ou encore Mhm. les époques avant, quoi. Il faut quand même pouvoir, malgré tout, garder les pieds sur terre avec tout ça. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne gardent plus trop les pieds sur terre. Franchement, je l'ai vraiment remarqué. En fait, c'est très bizarre, mais depuis le Covid, et je ne suis pas le seul à le dire, dans le peloton, la mentalité a vraiment changé. Donc, Mhm. plus trop de respect dans le peloton. Les jeunes ont fait un résultat et ils se prennent déjà pour des kings. Et aussi Mhm. parce que il y a eu ces jeunes coureurs, les pépites comme on connaît, Pogacar, Remco, qui sont arrivés dès leur première course chez les pros. Oui, c'est ça. Bim bam boum, ils gagnaient tout. Et Mhm. alors maintenant, dès qu'ils font un résultat, ils se prennent C'est un eux le peu le melon, futur, quoi, quoi. oui. Ouais. Et bon, voilà, jusqu'au jour où, mais ils redescendront peut-être un petit peu. Après, ils sont pas tous comme ça, mais beaucoup en tout cas. Et je me rappelle très bien que vraiment mes premières années pro, les anciens t'apprenaient le respect, quoi. Mhm. Mais le problème, c'est que depuis le Covid, le peloton s'est vraiment reformatisé et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. D'année en année, ils reprennent à chaque fois de 3 4 jeunes pros. Mhm.
Et du coup, ce qui veut dire qu'au bout, ici, après 5-6 ans, c'est l'âge du peloton est très très jeune, quoi. Donc avant, quand tu passais pro, tu avais un par équipe grand maximum, ou des fois, il y avait des équipes qui ne prenaient pas des néo-pro. Et voilà, tu étais sur un peloton de 180 coureurs, il y a peut-être 10-15 coureurs C'est que ça. c'était leur première ou leur deuxième année pro. Et dès que tu faisais une petite erreur, que tu manquais de respect à une chose ou l'autre, tu te faisais directement réprimander, quoi. Mais maintenant, c'était plus possible de le faire parce que, je vais dire, il y en a 5 fois plus. Donc, sinon, tu passes ta journée à faire ça. Mais j'espère que, voilà, ils vont savoir quand même un petit peu avoir des manières et apprendre ce qu'est le respect et pas aussi prendre des risques démesurés parce que tu joues aussi la carrière de celui qui est à côté de toi. C'est sûr qu'il faut prendre des risques. Il y a des moments où tu dois prendre des risques, mais il y a des moments où c'est pas nécessaire d'en prendre. Et j'ai déjà connu des coureurs, malheureusement, ils ont chuté, pas de leur faute du tout, à cause d'un coureur qui n'avait pas vraiment respecté les autres ou quoi. Ok, c'est une chute et puis tu te casses en 3 morceaux et il te faut peut-être 1 an et demi pour revenir. Donc voilà, il faut un peu penser plus loin que le bout de son nez des fois. Alors ça, évidemment, c'est toute une partie que le public, alors on le remarque de toute façon lors des grosses courses, mais c'est peut-être une partie que le grand public ne comprend pas toujours. Pour toi, il y a encore d'autres choses que le grand public ne comprend pas encore sur la réalité du cyclisme professionnel aujourd'hui? Moi, je pense que l'opinion publique, en tout cas la plupart, savent que c'est un sport très dur. Parce qu'à chaque fois que je peux parler avec quelqu'un, il remarque ça, que c'est un sport fort exigeant et difficile. Maintenant, des choses qu'ils ne remarquent pas, voilà, par exemple, des fois ils disent, ouais, grand tour, c'est énorme et tout. Oui, c'est déjà énorme de ce qu'ils savent, mais pour la plupart, ils ne savent pas que tu as, par exemple, que ce soit un grand tour ou d'autres courses à étapes, il faut savoir qu'on se lève quand même vraiment tôt parce qu'on doit déjeuner 3 heures avant la course, qui souvent, le départ est à 11 heures. Donc voilà, déjeuner à 9 heures, 8 heures plutôt, 8-9 heures, ouais, maximum. Et des fois, on a facilement 1 heure de route, quoi. Donc même des fois, c'est plutôt que 8 heures, pardon. C'est plutôt 7 heures, 7 heures et demie, déjeuner, prendre la route, partir, arriver là 2 heures avant le départ. Et après, c'est faire toute sa course. Et de nouveau, après, des fois, on a encore 1 heure et demie, 2 heures de voyage avant d'arriver à l'hôtel, redéfaire ses valises, repartir. Donc en fait, c'est vraiment des journées où des fois, tu t'es pas encore posé une fois jusqu'à 21h30, 10 heures, quoi. Ok, on a le massage où tu te poses un petit peu, mais ça reste quand même pas. C'est difficile peut-être à comprendre ce que je veux dire là, mais c'est pas que tu es posé dans ton canapé ou dans ton lit pour récupérer de C'est ta ça. course et de. Oui, la journée n'est pas Ouais. encore finie, ça s'arrête pas juste à l'arrivée qu'on voit à la Non, non. télévision, le travail Ouais. continue Ça, on encore voit pas. après. C'est des choses qu'on ne voit pas et qu'ils ne savent peut-être pas. Et c'est fort. C'est pour ça que les grands tours, c'était pas mon truc. Et justement, loin des caméras, à quoi ressemble vraiment un coureur pro? Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a parfois des crises de confiance. Loin des caméras, comment est-ce qu'on voit tout ça? Tu le disais tout à l'heure, les gens ne remarquent pas toujours que parfois c'est dur et ne comprennent pas non plus. Comment est-ce qu'on le vit ça en tant que coureur? Il y a de plus en plus des coureurs qui ont vraiment des grosses baisses d'énergie mentale, hein. Ça s'ouvre de plus en plus aussi. C'est pour ça que je dis c'est hyper important de trouver vraiment un juste milieu entre vouloir en faire trop, mais bien faire, et finalement craquer, ou alors en faire un tout petit peu moins, mais être vraiment encore plein d'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est la chose primordiale. Donc c'est vraiment trouver un juste milieu, parce que maintenant, ils veulent tellement faire tout de A à Z dans le détail, qu'à un moment, ça tient autant, mais et il y en a de plus en plus qui osent le dire haut et fort aussi. Et voilà, maintenant, ce qui est compliqué dans ce sport-là ou dans d'autres sports, c'est que tu dois rendre des comptes à un employeur. Et bien souvent, des fois, on ne voit pas aussi des fois des coureurs
des coureurs qui sont absents pendant plusieurs mois et que tu te dis, ah, il est blessé, l'équipe communique rien, le coureur non plus. Mais voilà, des fois, ça pourrait être un problème de ce niveau-là, mais que, par exemple, l'équipe ne veut pas le communiquer, quoi, parce que ça ferait une mauvaise pub pour l'équipe aussi. Peut-être que le regard des gens ou des autres coureurs pour un futur emploi dans cette équipe-là se disent, ah, mais il n'est pas bien mentalement, c'est peut-être une équipe qui met beaucoup trop de pression, qui regarde vraiment tout dans le détail. Maintenant, c'est tellement devenu professionnel et tellement Formule 1 que tout dans le détail que c'est compliqué de tenir bon pendant très longtemps, quoi. Et est-ce qu'entre vous, vous parliez justement de ces périodes de doute qu'on imagine chacun peut traverser? Vous en parlez entre vous de vos doutes, de vos peurs? Ou bien même entre vous, c'est quelque chose qui reste Ouais, tabou? c'est tabou parce que, en tout cas, voilà, je parle pour le cyclisme parce que c'est le sport que je connais le mieux et certainement que c'est dans d'autres sports comme ça, j'en suis certain. Mais c'est quand même un sujet qui reste un peu tabou. Et en fait, t'as pas le droit dans le vélo, et comme je le dis, je présume dans d'autres sports aussi, t'as pas le droit d'être faible. Mhm. Tu peux pas être faible. Si tu montres un moment de faiblesse, ben, hop, ce sera un autre, quoi. Donc, t'essayes à chaque fois, des fois, de cacher ce genre de choses-là, ou de cacher que t'es malade, donc voilà, ou que t'as mal, que t'es blessé, donc tu le caches et tu essayes un petit peu de te soigner de toi-même, peur d'être écarté des sélections, ou voilà. Et ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas cette liberté d'expression et qu'on puisse t'aider et te sentir soutenu, quoi. Maintenant, je pense que ça va arriver. Et comment est-ce que vous faisiez alors à ce moment-là pour pouvoir être aidé? T'en parlais pas à tes coéquipiers, ni visiblement au team, c'était aussi un peu compliqué. C'est quoi? C'est la famille alors finalement qui fait le travail derrière ou c'est vraiment un travail seul, personnel? Pas seul ou la famille, les amis ou des personnes de confiance ou alors pour ceux qui se sentent bien avec ça, bah, suivre quelqu'un, coach sportif ou quoi, qui peut vraiment une personne avec qui tu te sens bien. C'est important de sentir vraiment un bon feeling. Mais je pense que ça ça devient vraiment de plus en plus important de travailler vraiment là-dessus. Parce que si tu veux essayer de faire une carrière sur le long terme, tout en essayant de maximiser, travailler la performance, donc regarder tout ce qui est le détail, donc c'est-à-dire la nutrition et tout ce qui qui touche à la performance, l'entraînement hyper spécifique et des fois des entraînements ou sur rouleau, où justement tu roules avec des kawaii et des vestes pour faire monter la température corporelle, dormir en altitude, s'entraîner en altitude, même avec un masque en altitude. Enfin, il y a plein de techniques maintenant, mais voilà, ça peut. Maintenant, il y en a qui gèrent mieux que d'autres. Ça dépend un petit peu de certains tempéraments. Il y en a qui en auront peut-être jamais besoin. Mais même, voilà, ici, on a eu des déclarations de Pogacar, de Vingegaard. Ça reste quand même deux stars mondiales qui l'ont quand même avoué qu'il fallait pas que ça dure encore quelques semaines de plus, sinon ils étaient vraiment au bout du bout. Donc je pense que ça commence un peu à se délier, mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est vraiment important parce que sans la tête, t'as beau être au top physiquement. Et vu à l'heure actuelle que tout se fait tellement dans le détail, je pense que ça devient actuellement hyper important. Qu'il y a encore 10 ans, beaucoup moins, quoi. Alors, on sait qu'il y a eu une période aussi un peu plus compliquée pour toi, avec le Covid notamment. Euh, Concrètement, toi, dans ce Covid que tu as pas mal traîné, hein, on le sait, est-ce qu'il y avait peut-être un symptôme pardon, qui t'a le plus surpris ou justement le plus handicapé en tant que coureur? Ouais, bah depuis que j'ai fait plusieurs fois des Covid et affections pulmonaires, ben même à l'heure actuelle, je retombe toujours malade, quoi. Voilà, c'est jamais des choses graves, hein, mais c'est souvent le rhume, le nez. Je pense que mon système immunitaire, ben, quand tu fais autant de sport, autant d'heures, dans tous les temps, etc., ben, il baisse déjà un petit peu. Et plus affronter comme ça des virus un peu dérangeants à affronter, ben, ton système immunitaire, à mon avis, redescend quand même comme il faut. Et maintenant, surtout la dernière infection pulmonaire que j'ai fait, qu'on pensait même à un problème cardiaque, qui finalement n'en était pas un. Bah, depuis lors, ça va faire 2 ans maintenant, bah, depuis lors, je suis souvent enrhumé et malade et c'est très fréquent. Mais
Et ça, en tant que coureur, ça posait évidemment problème aussi quand tu étais toujours en pleine carrière. Ouais, c'est forcément parce que on sait très bien que le mois de soucis, le mois de petits pépins physiques, on peut pas dire que c'est un souci, mais ça impacte directement l'entraînement et ça t'affaiblit et ça te fatigue. Et en fait, si peu que tu as rien de fatigue dans le corps, c'est plus difficile de pouvoir enchaîner, encaisser les grosses séances d'entraînement ou de compétition où des fois sur un mois de temps, un mois et demi de temps, t'enchaînes vraiment beaucoup de courses et de voyages à chaque fois. Donc c'est ça, voilà, forcément ça t'affaiblit et si peu que tu croises un microbe quelque part, bah, tu le prends, quoi. Donc, puis après, bah, ça te met peut-être à l'arrêt une semaine ou 10 jours où tu t'entraînes comme tu peux, un petit peu moins, et puis la forme peut vite. En fait, ça prend du temps à monter, mais ça peut très vite descendre, quoi. Mhm. Des fois, c'est 15 jours, 3 semaines de temps où tu chipotes avec quelque chose ou une grippe et tu repères quand même vraiment très vite. T'arrivais justement à en parler ouvertement à l'équipe ou bien tu avais tendance parfois peut-être à minimiser un peu comment tu te sentais, justement par peur peut-être d'être trop mis vite de côté à ce moment-là? Bah, maintenant, avec le recul, je pense que j'ai trop souvent été trop honnête. Bah, je suis quelqu'un comme ça, c'est dans ma Mhm. nature, mais j'ai toujours tendance à dire les choses, à être beaucoup dans la communication. Et je pense que ça m'a joué aussi des fois des tours. J'ai plus d'exemples concrets en tête, mais je sais très bien que oui, il y en a qui ne disent pas grand-chose, qui essayent de dire le moins possible. Que moi, dès que j'avais, je sais pas moi, que j'étais un peu malade ou une blessure, un mal quelque part, ben, je le communiquais directement à l'équipe parce que c'est ce qu'ils demandaient aussi. Mhm. Mais je suis certain que s'il y en avait 3 comme moi dans l'équipe, c'était beaucoup, quoi. Mhm. Donc voilà. Et en fait, en interne, ben, ça communique ensemble. Et finalement, ben, ils disent, ah, Loïc a ceci, ou tel coureur a ceci, il a cela. Et après, ils rediscutent. Ou bien, ben, ils t'alignent quand même sur la course, mais alors ben, ils avaient peut-être en tête pour toi d'avoir un tel rôle. Mhm. Ben, finalement, le rôle est repassé à la baisse, quoi. Donc voilà, c'est. Mais bon, je pense que l'honnêteté, c'est toujours mieux et c'est pour le bien de l'équipe aussi. Donc, si tout le Alors, monde agissait comme ça. mhm. Mais, et c'est vrai qu'en plus, tu as un peu enchaîné, hein, tu l'as dit, tu tombais régulièrement malade. Il y a eu des moments où tu t'es dit, c'est bon, en fait, le vélo, c'est fini, ou bien tu voulais te dire, non, maintenant, je m'y remets, ça va aller, ou tu avais clairement des doutes. Ouais, j'avais ici ces 2 dernières années, ça commençait vraiment à sentir que c'était la fin, quoi, parce que c'était toujours des problèmes, être malade pendant longtemps, voilà, une infection pulmonaire, puis tu cherches, tu trouves pas ce que c'est pour finalement qu'on te dise que c'est certainement un problème cardiaque, qu'il faut faire une radio, une IRM. Après, j'ai été très bien entouré, mais j'ai été entouré par la cardiologue de Sophie Demanet, vraiment très très bien. Mais finalement, voilà, on ne sépare les rendez-vous toujours dans la minute. Mhm. Et des fois, bah, toi, tu n'as pas le temps d'attendre parce que tu sais bien, comme je le dis, 15 jours de temps, bah, tu passes une forme, voilà, une belle forme en 15 jours, 3 semaines de temps où on dit qu'il faut vraiment ralentir, bah, à 50, quoi. Puis après, tu dois retravailler un mois pour revenir à du 100%. Mais voilà, c'était traîné, et puis finalement, voir que c'était avec l'IRM au cœur, voir que ce n'était rien, et c'était simplement, enfin, pas simplement, mais Mhm. c'était une infection pulmonaire qui, justement, ben, n'évacuait pas bien le sang du cœur, n'évacuait pas bien vers les poumons à cause de cette infection-là. Donc voilà, finalement, trouver, puis soigner, et puis ben, tu perds vite du temps, et puis une saison, ça passe vite, hein. Mhm. Et cette année-là, donc c'était en 2024, bah, c'était tout le début de saison des maux de dos. Forcément, encore une fois, ça prend du temps de chercher la cause, etc. Puis quand tu l'as trouvé, ben, il faut repartir, il faut se Mhm. réentraîner. Et puis quand je ressentais que ça allait de mieux en mieux, eh ben, d'un coup, ça allait de moins en moins bien. Je dis, c'est quand même bizarre. Pour que finalement, autour de Belgique, l'étape prenne à Durbuy, euh, après 2 kilomètres, j'étais déjà lâché, quoi. Après la Mhm. première côte, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Je suis où, là, quoi? Mhm. Et je me rappelle, je me battais pour revenir. Je me dis non, je ne veux pas abandonner, je veux pas abandonner. J'avais la bave qui me coulait là, comme ça. J'étais vraiment. Et je lâchais, je rentrais, je relâchais, je rentrais. Pendant, je pense, 1 heure et demie, j'ai fait ça, quoi.
Et à Durbuy, c'est 4-5 circuits locaux, des grands circuits. Et c'est dur de se voir, de te voir toi-même Mhm. déjà souffrir, parce que tu te fais vraiment mal. Et de deux, te voir le plus nul du truc, quoi. Mais finalement, c'est parce que tu as un problème physique, mais tu le sais pas encore ou C'est ça. tu veux pas le voir, quoi. Mentalement, c'est difficile à Ouais, gérer, ça. ouais, ça c'est difficile. Et pour moi, ça a été un petit peu ça, de voir aussi que mon niveau n'y était plus du tout. Ici, ces 2 dernières années, c'était plus possible de continuer comme ça, quoi. C'est là que tu t'es rendu compte que tu retrouverais plus finalement le Loïc d'avant Covid, ni physiquement, ni peut-être mentalement aussi. Voilà, ouais, les deux ont joué, hein. Je l'ai dit ouvertement, j'ai traversé une période compliquée où maintenant, je peux dire que je suis totalement bien et vraiment serein et totalement OK. Et voilà, il faut se dire aussi que je pense qu'il y a quand même pas mal de sportifs qui se reconnaîtront qu'il y a des moments où c'est OK de pas bien, de ne pas aller bien, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est de trouver les bonnes astuces, les bons filons et essayer de côtoyer les personnes qui te font du bien et essayer de te remonter. Parce que des fois, oui, ça peut arriver, comme monsieur, madame, tout le monde, si je puis dire, tout le monde peut avoir des problèmes de ce niveau-là. Et je pense que tout le monde y passe un moment dans sa vie. Mais en fait, il faut vraiment se dire que, moi, honnêtement, je vais être transparent, c'est que jamais j'aurais pensé pouvoir être dans un état comme ça, quoi. Parce Mhm. que tu es toujours sportif, tu te bats, tu te fais mal, tu as du caractère, tu sais ce que c'est de souffrir, voilà. Et tu te demandes, enfin, tu t'imagines pas qu'à un moment, l'élastique peut tellement claquer Mhm. que tu te reconnais plus non plus, quoi. Mais je pense que voilà, ça a été la force aussi. Ce que le vélo m'a inculqué, c'est que j'ai surmonté la pente assez vite, quoi. Euh, pour finalement sortir et voilà, bien me rendre compte que non, c'était, voilà, moi, ça a été plusieurs paramètres dans ma vie, que ça soit privé ou professionnel, Mhm. qui ont vraiment impacté là sur 2 ans de temps. C'était vraiment des accumulations sur 2 ans de temps que finalement ça a claqué et j'ai dit non, c'est plus possible, quoi. Il faut que je fasse autre chose et c'est plus la vie que j'ai envie d'avoir, quoi. Donc j'ai vraiment eu un déclic et c'était plus la façon dont je voulais rouler sur un vélo. Je voyais bien que j'arrivais plus à. Mhm. Et pourquoi maintenant on parle du Covid? Ok, ouais, je sais pas, j'ai pas d'explication. Un tout peut-être aussi. Ouais, je sais pas, j'ai pas d'explication concrète à ça. Mais c'est sûr que le niveau physique, je l'ai plus non plus. Maintenant, pourquoi? C'est pas que je m'entraînais plus du tout. Mhm. Vers la fin, oui, je sentais que c'était fini et c'est plus pareil. Mais je vais dire, la première année ou pendant encore 1 an et demi, je faisais tout pour revenir à mon niveau, mais ça revenait simplement pas. Il faut peut-être aussi, ici on l'entend, tu as parlé du côté privé, du côté professionnel, vraiment au niveau professionnel, est-ce que tu penses que cette parole peut-être doit aussi être davantage libérée? Tu as osé en parler, on l'a dit, il y a des grands noms qu'on dit aussi maintenant, les gars, stop quoi. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui on doit aller un peu plus vers ça pour que finalement le peloton soit aussi peut-être un peu plus serein pour les coureurs? Moi, je trouve que ce serait honnêtement une bonne chose parce que, ou alors ils se disent, bon, c'est pas grave, ils font 5 ans, ils font 5 ans, il y aura des autres. Mhm. Ça, c'est le business. Hein, maintenant, voilà, moi je pense que le coureur de lui-même doit prendre les choses en main. Enfin, maintenant, après, comme je l'ai encore répété, il y en a qui arrivent peut-être vraiment à faire face, mais j'ai des doutes sur du long terme, si tu veux vraiment essayer de faire une longue carrière. J'ai des doutes qu'à l'heure actuelle, si tu n'es pas aidé, il y a un moment où ça lâche, certain. Mais maintenant, le tout, c'est comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est maintenant que l'expérience aussi et le recul un peu que j'ai vis-à-vis de ça, c'est de pouvoir faire les choses comme il faut, tout en gardant bien en tête que la base du vélo elle reste la même d'aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 50 ans. C'est de bien se reposer, bien manger, bien s'entraîner. Ça, c'est déjà voilà, les trois bases du cyclisme. Et, après, essayer de regarder à tous ces alentours, toute cette recherche de performance, que ce soit en nutrition ou autre, mais jusqu'à une certaine limite, quoi. Et se dire, par exemple, je préfère travailler ceci, la nutrition, plutôt que cela.
mais vraiment pas vouloir s'éparpiller et faire tout, parce que des nouvelles technologies et des choses qu'on voit partout, il y en a 1000, quoi. Et si tu veux en suivre 500, à un moment, c'est pas possible. Donc, faut vraiment les cibler et trouver ta limite à ne pas franchir, à ne pas aller dans l'au-delà où ça te prend vraiment extrêmement d'énergie mentale et alors, pour finir, tu capotes tout, quoi. Alors, on l'a appris il y a quelques jours, tu es devenu directeur sportif désormais de l'équipe continentale, Color Code à Lucenter. Justement, ce vécu-là, c'est ce que tu souhaites inculquer aux jeunes que tu vas suivre? Ouais, bah, je suis forcément là pour les guider, les conseiller. Et je suis le premier, et je leur ai encore répété il n'y a pas longtemps, vous avez tous mon numéro et n'hésitez pas une seconde à m'appeler quand vous avez certaines questions ou certains conseils. Et ça peut être aussi le travail que je peux faire pour eux en dehors des courses ou des réunions d'entraînement, etc. Mais aussi leur apporter toute mon expérience et vraiment ce côté humain que j'aime vraiment bien avoir auprès des gens et des coureurs, quoi. C'est de pouvoir dialoguer, les aider, les motiver, les aider à se surpasser. Et voilà, être vraiment, pour moi, c'est vraiment l'accent côté humain et vraiment un peu être vraiment dans la communication avec eux, quoi. Ça, pour moi, c'est important. Et il y a beaucoup, en plus, dernièrement, on remarque beaucoup de directeurs sportifs qui sont d'anciens coureurs, pour la plupart, jeunes. On a reçu d'ailleurs dernièrement Gaëtan Ponce, qui est aussi l'un des exemples. On a l'impression aujourd'hui que le cyclisme veut peut-être aller vers là, aller piocher finalement en tant que directeur sportif des jeunes comme toi et d'autres qui ont connu peut-être le passage de ce beau cyclisme et de celui qui tend visiblement à être un petit peu moins sympa, en tout cas au niveau du peloton. Tu as l'impression aussi que c'est vers là qu'on veut aller, compter plus finalement le côté humain, le côté vécu que le côté vraiment purement sportif. Ouais, maintenant, c'est pas nouveau que tu as des coureurs comme ça qui finissent leur carrière et qui passent directeur sportif dans une ou l'autre équipe. Euh, mais oui, c'est possible qu'ils essayent d'un petit peu retrouver du sang neuf dans le côté du DS, mais je pense tu peux pas non plus, c'est comme dans les coureurs, tu peux pas non plus prendre dans une équipe que des néo-directeurs sportifs, c'est pas possible. Tu as besoin d'être voilà, ici je vais l'être, mais il y a des choses que je dois apprendre aussi. Mhm. Et maintenant, il y a d'autres choses que je sais, forcément, ça a été toute ma vie, mais c'est un métier à apprendre aussi. Ça reste dans le milieu professionnel, le milieu du cyclisme, mais ce n'est pas des choses que tu as l'habitude de faire. Maintenant, j'ai pu observer, et moi, pendant ma carrière, les 4-5 dernières années, j'avais déjà un petit peu ça dans le coin de ma tête, de faire un jour ce travail-là. Mhm. Et j'ai pris beaucoup de notes, en fait. Donc, à chaque fois, sur mon PC, je notais, ah, ça, en tant que coureur, j'aimais bien quand mon DS faisait ça, ou j'aimais moins bien quand il faisait ceci. Ah oui. Et j'ai vraiment tout noté. J'ai 4-5 pages comme ça, comment gérer mon staff, comment, Mhm. voilà, toujours être là pour eux aussi, parce qu'au final, c'est toi qui as la responsabilité de tout le monde. Et être là pour aider aussi, demander si le planning est OK, si tout le monde a bien compris ce qu'il fallait faire pour le lendemain, si je peux les aider dans quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça la base pour créer un bon esprit d'équipe aussi. C'est fort important. C'était vraiment un plan de carrière finalement. À t'entendre, en tout cas, c'était un souhait et là, c'est un nouveau challenge qui s'offre à toi. Ouais, bah, oui et non, parce que oui, c'était un plan de carrière ici les dernières années, mais en fait, ici, j'avais vraiment aussi le trop-plein d'être parti de chez moi. Mhm. Donc, bah, il faut savoir une carrière de cycliste, une saison de cycliste, c'est à mon avis 150, 200 jours parti de chez soi. Bon, ici, cette année, l'année passée, je suis beaucoup moins parti. Mais ici, j'ai actuellement envie de vraiment pouvoir avoir un travail et, entre guillemets, des horaires normaux Mhm. et pouvoir profiter un petit peu de la vie, quoi. Donc, au départ, je pensais vraiment, je vais dire, vers le mois de juin, juillet. D'ailleurs, j'étais en contact avec une équipe professionnelle déjà bien avancée pour rejoindre l'équipe en tant que DS. Et puis finalement, je me suis un peu posé les bonnes questions. Je me suis dit, est-ce que je me vois dès décembre déjà, donc alors que j'étais encore en saison, Mhm. est-ce que je me vois déjà dès décembre encore continuer le même train de vie, quoi. Ok, tu n'as plus l'aléa du sportif
Quand tu rentres chez toi, tu dois t'entraîner, manger, boire. Hein, Les horaires en course restent relativement les mêmes. Voilà, mais non, c'est que t'es pas là. Mhm. C'est que Oui. tu rates plein de choses, en fait. C'est fou, mais quand t'es pas chez toi, que t'es pas à la maison du tout, tu rates vraiment plein de belles choses de la vie et des choses qui font plaisir au final. Et là, j'apprends à les connaître, que je connais, j'ai appris un peu à connaître ces moments-là déjà un peu l'année passée. Et je me dis, c'est quand même pas mal, quoi. Et c'est un peu plus vers là que j'ai envie d'aller actuellement et pas me relancer dans des 150 jours partis de chez moi. Donc, aussi pour ma compagne et pour pouvoir partager et vivre des moments que j'ai pas trop connus. Et donc, c'est pour ça que j'ai opté, que Toto aussi m'a donné, donc Christophe de Thiou m'a donné la chance de pouvoir quand même vivre ce métier-là et cette passion-là. Mais ce ne sera pas du tout un temps plein. J'aurai un travail à côté. Mhm. Et voilà, on sera plusieurs directeurs sportifs et on se partagera les tâches. Et voilà, on verra bien dans un avenir proche ce que ça dira, enfin, à l'avenir ce que ça dira. Mais actuellement, c'est pas vraiment pas la vie que j'ai envie de vivre. Voilà. Mais oui, donc on l'entend maintenant, profiter finalement de cette vie, de famille aussi. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais, on arrive doucement à la fin de cet épisode, mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, de ton parcours? Est-ce que c'est plutôt un résultat ou justement une façon d'être? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Oh, bah, je vais dire toujours. Bon, après, sur les courses, j'étais toujours un peu dans ma bulle, en fait. Des fois, je pouvais peut-être allez, on aurait pu penser de moi que j'étais fort fermé, Mhm. mais en fait, je suis pas quelqu'un de fermé. C'est juste que quand je suis sur la course, eh ben, je suis. Focus. Ouais. Et ça, j'aimerais pas, par exemple, peut-être, je sais pas si les gens pensent ça de moi, mais je pense que j'ai été comme ça. Donc ça, ce serait dommage qu'ils pensent que je suis quelqu'un de fermé ou antipathique ou je sais pas, mais parce que c'est pas le cas. C'est juste que j'étais vraiment dans mon truc, concentré et voilà, j'étais là pour faire ma course et faire le mieux possible ou essayer d'établir les stratégies qu'il y avait à faire pendant la course, donc vraiment focus. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère que les gens ne pensent pas de moi. Et autrement, bah, je pense le beau moment que j'ai eu aussi, c'était les championnats du monde avec Van Aert. Là, ça a été vraiment un super moment. Voilà. Ben, en tout cas, je pense qu'avec cet épisode, les gens vont voir que tu n'étais pas quelqu'un de fermé. Merci d'ailleurs pour tous ces aveux, si je puis dire. Alors pour terminer cette émission, tu te souviens du fil rouge. Je te laisse ce bic et ce papier pour laisser à ton tour Merci. une phrase ou un résumé pour toi de ta carrière ou une phrase qui t'a peut-être porté tout au long de cette carrière. Merci en tout cas Loïc d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Et c'est le moment pour nous de vous laisser. Merci de nous avoir écoutés. On revient bientôt pour un nouvel épisode de Zéro Excuse, donc restez connectés.